Nous allons donc vous présenter une entrevue réalisée il y a quelques minutes à peine avec Guy Sauvageau. Guy Sauvageau qui est docteur, médecin et chercheur, aussi donc hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Alors, nous avons avec nous en ligne, mais en visuel, docteur Guy Sauvageau, qui est chercheur et hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bon après-midi, docteur Sauvageau. Bonjour, Comment ça va, docteur? moi ça va très bien. Merci. J'imagine que vous avez eu un très bel été. Toujours, toujours, toujours plus tranquille en sciences l'été avec les étudiants qui prennent un peu de congé, donc c'est très agréable, oui. Très agréable. Alors, docteur, et vous imaginez, vous commencez la nouvelle saison avec une excellente nouvelle. Et c'est le miracle qu'on appelle, je dirais moi, du cordon. C'est-à-dire, on va pouvoir sauver des vies. Et ce n'est pas la première fois que j'entends parler du sang de cordon. On va pouvoir sauver des vies justement à cause de cette nouvelle technologie. Quoique, moi, j'ai déjà entendu parler du sang de cordon dans le cas des enfants atteints d'anémie falciforme. Mais allons-y avec d'autres problèmes, docteur Sauvageau. Dites-nous comment vous avez votre équipe, parce que je sais que vous n'êtes pas seul à travailler, ait pu parvenir à une telle découverte, je dirais, miraculeusement. Oui, ben beaucoup par chance, hein. On avait il y a environ 12 ans, alors qu'on était à la recherche de façon d'amplifier les cellules souches des cordons, parce que les cordons ont toujours le problème d'être trop petits pour les adultes. Alors, pendant qu'on cherchait à trouver une solution, on est tombé par hasard sur une première molécule qui démontrait beaucoup de potentiel. Et cette molécule-là, on ne comprenait absolument pas comment elle y parvenait à faire ça. Mais à l'aide de nos chimistes ici au centre de recherche, on a pu, euh, on a pu améliorer cette molécule et en faire ce qui est devenu la molécule UM171 que nous avons rapportée dans la revue Science en 2014 et, euh, et, euh, et qui a été amenée à l'hôpital par la docteure Sandra Cohen là, pour amplifier ou multiplier les centres cordons afin de transplanter des patients qui n'avaient pas accès à de meilleurs greffons, donc des gens pour qui il était impossible de trouver un greffon adéquat. Docteur, vous avez dit en parlant le cordon, parce que le cordon n'est jamais assez long de ce que je comprends pour les adultes, pour ramener le sang ou apporter le sang là où le sang doit agir. Mais vous avez dit dans votre explication que le cordon a pu faire ça. Et le mot ça pour nous n'a pas de sens parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que c'est que ça. Oui. Ben, en fait, le cordon ombilical est utilisé en greffe de cellules souches souvent dans deux situations maintenant. D'abord, souvent chez l'enfant, les pédiatres aiment beaucoup le sang de cordon parce qu'il a des cellules souches très jeunes. Et donc, il permet une reconstitution du système sanguin adéquate pour la vie de l'individu. Mais aussi, on sait maintenant que le cordon est assez incisif, c'est-à-dire que il nous permet de guérir des maladies qui sont difficiles à guérir avec de la moelle ou du sang mobilisé d'un adulte. Et on comprend pas complètement pourquoi encore, mais il permet de le faire.
Et où le cordon est problématique, c'est que du fait qu'il est petit, parce qu'il vient d'un petit bébé, quand on l'utilise chez l'adulte, assez souvent, on s'aperçoit que on a un retard dans la prise du greffon parce qu'il n'y a pas suffisamment de cellules souches dans le cordon. Et à cause de ce problème-là, euh, les gens hésitent à utiliser la greffe de cordon chez l'adulte parce que le retard de la prise de greffon et parfois même la non-prise du greffon amène des conséquences très fâcheuses. Et c'est là que la docteure Cohen nous a demandé est-ce qu'on pourrait utiliser la nouvelle molécule pour éviter ce problème-là associé à la greffe de sang de cordon, c'est-à-dire le retard et parfois même la non-prise du greffon. Et si on y arrivait, elle nous disait, on aurait le meilleur des deux mondes. Un cordon qui peut guérir des maladies difficiles à guérir avec des cellules jeunes, d'une part, et d'autre part, de ne pas avoir les conséquences d'utiliser un sang de cordon sur la non-prise du greffon ou le retard dans la prise du greffon. Et c'est après 120 patients qui ont reçu des greffons amplifiés par notre technologie, on peut vous dire que maintenant que c'est ce qui se passe effectivement. Donc, on a Alors, réussi. docteur, lorsque vous nous parlez de la prise ou non prise du greffon, euh, alors est-ce que je comprends qu'on essaye de greffer, on essaye de corriger des cellules malades à l'aide du sang de cordon ou des cellules souches et étant donné la longueur, étant donné la quantité de sang de cellules souches quand il s'agit de bébés, etc., vous avez bien expliqué, mais on n'en a pas suffisamment de cellules souches, de jeunes cellules souches qui apportent ce changement-là, qui corrige une situation par ailleurs catastrophique dans le cas d'un malade, c'est ça? C'est exactement ça. Et en fait, la situation catastrophique à laquelle vous faites référence est souvent une leucémie, parfois une maladie plus bénigne comme une anémie falciforme dont vous avez parlé, ou parfois une anémie aplasique. Donc, à la fois des maladies malignes ou non malignes où il faut remplacer notre système sanguin par celui d'une autre personne. Alors, tout à l'heure, en débutant cette entrevue, je vous ai parlé justement de cette littérature connue, ma foi, depuis un petit bout de temps par rapport aux personnes atteintes d'anémie falciforme, à savoir que le sang de cordon peut rentrer dans, on ne parlera pas de traitement, mais ça apporte un certain soulagement pour ces gens-là atteints d'anémie falciforme. Donc, si déjà on le savait, dites-nous où est la découverte, puisque déjà on disait que le sang de cordon avait quelques bénéfices pour ces gens-là. Donc, on avait déjà un doute, on avait déjà même des connaissances très claires lorsque vous avez fait cette découverte. Alors, dites-moi où se trouve la découverte. Oui, alors on sait depuis longtemps que la greffe, qu'elle soit d'un sang de cordon ou d'une moelle ou d'un sang mobilisé, donc dépendant de la source des cellules, la greffe va corriger une maladie comme l'anémie falciforme. Ça, on le sait. Très bien. Un des gros problèmes associés à l'anémie falciforme, c'est que souvent on greffe les patients alors que la maladie est assez avancée. C'est à cause des complications parce que c'est pas banal de recevoir une greffe, hein. On doit être traité souvent par un traitement intense de chimiothérapie et parfois même de radiothérapie. Et dans un cas comme l'anémie falciforme, qui n'est pas une maladie maligne, mais qui est une maladie qui est dans la classe des maladies non malignes, on n'aime pas beaucoup donner de la chimiothérapie à des gens parce que ça amène des complications à court terme et à long terme.
Mais souvent, dans ces patients-là, on doit leur donner des transfusions et surtout lorsqu'ils ont certaines crises aiguës d'anémie falciforme. Et les transfusions amènent ce qu'on appelle dans notre jargon à nous une allo-immunisation, c'est-à-dire c'est comme si vous voulez une vaccination contre d'autres gens. Et ces patients-là deviennent éventuellement plus difficiles à vacciner je veux dire, à transplanter parce que ils ont reçu de nombreuses transfusions. Donc, leur système immunitaire est comme en attaque contre les produits Les corps sanguins. étrangers. Exactement. Exactement. Et le cordon, dans ce contexte-là, qui est un petit greffon, évidemment, est moins intéressant dans le cadre d'un anneau falciforme que si on exploite les cellules souches d'un donneur adulte où là, on va avoir entre 10 et 100 fois plus de cellules. Vous comprenez? Donc, dans un contexte comme ça, effectivement, un cordon qu'on amplifierait avec notre molécule pourrait avoir des bénéfices certains en anémie falciforme. Mais d'ailleurs, c'était dans nos projections de faire une première étude en anémie falciforme il y a quelques années. On n'a toujours pas mis de l'avant cette étude, mais ça serait une excellente indication pour cette technologie d'amplification des cellules souches de cordon. Alors, l'article qui nous a incité à faire cette entrevue aujourd'hui parle d'un cas exceptionnel d'un jeune homme dans la jeune vingtaine qui était condamné à mourir dans pas plus que 2 ans, n'est-ce pas? Et à cause des cellules souches, le miracle s'est opéré. Par contre, on parle dans l'article, docteur, du fait que c'est un traitement onéreux. Pourquoi ça devrait être un traitement très cher, compte tenu, enfin, des outils en présence, des éléments en présence? On parle du sang de cordon, on parle de cellules souches. C'est pas des choses qui se vendent, ça là. Non, non, tout à fait. Malheureusement, on sous-évalue souvent les coûts réels de toute approche, hein. Par exemple, si on prend juste la greffe de cellules souches normale, et je vais revenir au cordon, on oublie souvent que bien que la personne qui donne sa moelle ou son sang le fasse bénévolement et sans aucun revenu, toute la manipulation secondaire, incluant le prélèvement lui-même, incluant que ça soit fait en salle d'op dans le cas d'une moelle ou avec des machines complexes de cytaphérèse. Ensuite, dans le cas d'un donneur non apparenté, qui sont devenus les greffes les plus fréquentes, il faut avoir un système international de matching. Il faut, dans certains cas, congeler ces choses-là parce qu'on doit les transporter, les envoyer dans un autre pays. Alors, je peux vous dire que des organismes qu'on dit à but non lucratif, comme par exemple le NMDP, qui est le gros organisme américain qui centralise le typage et la distribution des moelles, va charger près de 50 000 dollars US pour un sang mobilisé. Donc, en partant, vous voyez que c'est très cher. Même chose pour un cordon, ça coûte pas loin de 50 000 dollars US juste pour le cordon lui-même, parce qu'il est prélevé, cryopréservé, tout ça dans des environnements stériles avec une rigueur évidemment très importante. Et où ça devient cher dans un produit comme celui qu'on parle ici avec le traitement du M171, c'est qu'il faut en plus décongeler le produit, l'amener dans ce qu'on appelle une salle blanche, où on va le manipuler pendant une semaine avec des milieux de culture extrêmement onéreux, avec la molécule elle-même qui coûte relativement cher à produire.
et avec du matériel qui doit être d'un niveau de qualité extrêmement cher. Donc, on peut doubler, voire tripler le coût. Là, je parle même pas de faire de profit, là, le coût de la production. Mais écoutez, je ne connais pas les coûts d'un traitement d'anémie falciforme, par exemple, pour la vie d'un patient, mais je suis sûr qu'on parle de quelques millions de dollars. Oui, Et une greffe, dans son ensemble, en fait, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la thérapie cellulaire, on peut dire que ce sont des traitements très chers, mais de entre 300 et 500 000 dollars. Et ils sont curatifs. C'est une fois et le patient est guéri pour le reste de ses jours. Donc, il faut, il faut relativer. C'est juste que le coût est cher dans une fois, mais dans plusieurs maladies, dont l'anémie falciforme, le coût est cher. Sur 30 ans, on parle de quelques millions de dollars. Même chose pour des maladies comme le myélome. Et ce qui est encore plus insultant, c'est que dans beaucoup de ces maladies-là, on ne guérit même pas le patient, alors qu'ici, il est guéri. Donc, mon résumé ici, c'est que oui, ça coûte cher, mais si on regarde vraiment sur le bénéfice sur l'ensemble de la vie de l'individu, on parle peut-être de quelques milliers de dollars par année. Fait que oui. finalement, c'est quelque chose qui, je pense, est très raisonnable. Et j'imagine, docteur, là, on parle de traitement, je dirais entre guillemets, naturel, n'est-ce pas? Euh, je n'ai aucune difficulté à concevoir que les scientifiques vont travailler pour aller chercher l'équivalent dans des pharmacies, dans des manipulations pharmaceutiques, je vais dire ça comme ça rapidement, pour que ça nécessite peut-être moins de manipulation et tout ce qu'on a parlé pour le transport et tout ça, faisant en sorte que ce soit un médicament qui comporte les éléments qu'on trouve dans ce produit naturel-là, qu'on va finir par avoir dans les salles d'opération dans quelques années. Ça a des chances de devenir quelque chose de raisonnable pour un traitement semblable, non? Mais en fait, c'est un bon point que vous soulevez, c'est que présentement, le produit et le cordon lui-même qu'on amplifie, donc il s'auto-amplifie lui-même avec cette petite molécule qu'on met dans la culture, mais la molécule, comme vous dites, nous la retirons avant de le donner au patient. Donc, le produit est naturel dans le sens que c'est uniquement les cellules du cordon ombilical. Est-ce que on pourrait arriver un jour à avoir un médicament qui fasse la même chose, mais qu'on donne au moment de la greffe au patient? On pense que oui. On pense que c'est envisageable. On y travaille beaucoup parce que ça serait beaucoup moins onéreux et beaucoup plus facile de donner 7 jours de traitement aux patients. Et pour ça, il a fallu comprendre comment cette fameuse molécule fonctionne. Et ça, on l'a réalisé il y a à peine 3, 4 ans et on l'a publié. Et c'est merveilleux parce que on s'est aperçu qu'elle fonctionne. En fait, c'est le mécanisme qui est responsable. Elle contre le mécanisme qui est responsable du vieillissement des cellules souches chez l'humain. Oui, Et hein? il n'était pas connu, ce mécanisme. Et c'est à cause de la molécule qu'on l'a découvert. Donc, cette molécule-là ne fonctionne pas comme un médicament parce que elle n'a pas les propriétés d'un médicament, mais on a réussi, je dirais, depuis quelques années, à assembler une équipe qui travaille toujours à en faire éventuellement un médicament. Alors j'imagine, docteur, avec une telle découverte, ça rend encore beaucoup plus passionnant votre métier, n'est-ce pas? Et puis on va se coucher, et puis on pense à d'autres percées, n'est-ce pas? Et on y travaille euh, de sorte que on puisse penser à une vie éternelle un jour, docteur, n'est-ce pas? Ben, c'est effectivement l'essentiel de ce qu'on fait maintenant. Je ne sais pas si on utiliserait le mot éternel, mais certainement d'adoucir le vieillissement des cellules souches, parce que les cellules souches du sang
Et les gens ont de la difficulté à concevoir ça, mais des découvertes récentes ont bien démontré que même nos tissus comme la peau, le tube digestif, les intestins, les poumons et probablement le cerveau en partie du moins, sont sous l'effet de certaines cellules produites par nos cellules souches sanguines qui vont dans les tissus et qui sécrètent des facteurs de croissance dont un a un nom, il s'appelle bizarrement IL-22, qui lui permet la prolifération et le renouvellement de nos tissus. En d'autres mots, quand notre moelle vieillit, de façon secondaire, nous vieillissons même à l'extérieur de notre système sanguin. Et c'est là-dessus maintenant qu'on comprend que grâce à cette molécule, on pourrait en fait rajeunir le système sanguin et conséquemment probablement rajeunir les tissus épithéliaux, donc la peau, les intestins, etc. d'un individu. Et ça, vous comprenez que ça nous passionne évidemment. Et oui, on a le plus beau métier du monde. C'est beaucoup de travail, mais faire des découvertes, c'est passionnant parce que, comme vous le dites, on se couche et on y pense. On se lève et on y pense. Parfois, on est dans la lune, par exemple. Alors, docteur, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, de nous parler de ces choses extrêmement intéressantes et importantes. Merci encore une fois. Et puis, je nous souhaite d'excellentes chances pour d'autres découvertes, n'est-ce pas? Ben écoutez, moi je voudrais vous remercier. C'est toujours agréable de vous parler et de discuter avec vous et j'en profiterai encore une fois là, pour saluer le travail exceptionnel des cliniciens de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui ont amené une découverte n'est jamais complète et intéressante tant qu'elle n'a pas été testée chez l'humain. Et c'est un art que mes collègues ont de le faire si vaillamment et si intelligemment. Donc, j'en profite là pour les féliciter et les remercier. Alors, je vous souhaite d'avoir un toit sur la tête pour continuer à faire ces découvertes-là, docteur. Merci beaucoup. Hmm. Merci. Au revoir. Au revoir.